L'espace est un espace infini où, au cours de milliards d'années, des étoiles et des planètes se forment et disparaissent. Imaginez comment, dans ce vide infini, parmi l'éclat de milliards d'étoiles, des corps célestes naissent. D'ordinaire, nous imaginons la Terre comme quelque chose de constant et immuable, mais en réalité, notre planète est le résultat d'un processus complexe qui a commencé avec des nuages de gaz et de poussière tournant autour d'un jeune Soleil. Ce nuage, connu sous le nom de nébuleuse solaire, était composé d'hydrogène, d'hélium et d'éléments lourds formés dans les entrailles d'étoiles antérieures. Au fil de millions d'années, les particules de ce nuage ont commencé à se heurter les unes aux autres, formant des amas de matière plus massifs. Chaque collision est comme une petite réaction explosive qui, en fin de compte, a conduit à la formation des planètes. Nous pouvons seulement imaginer comment ce processus s'est déroulé au cours de milliards d'années, où le temps s'étire à des échelles inimaginables. Ainsi, la Terre a commencé à se former il y a environ 4 milliards et demi d'années. Mais cela ne représente qu'un instant dans le contexte de toute l'histoire de l'univers, qui s'étend sur plus de 13 milliards d'années. Pendant cette formation, la planète a été attaquée par des météorites, des comètes et des astéroïdes, chacun laissant ses traces sur sa surface. Ces collisions auraient pu sembler catastrophiques, mais elles étaient également nécessaires pour la formation de l'atmosphère et des océans, qui sont devenus la base de la vie. Comparez cela au travail d'un sculpteur qui, en utilisant un marteau et un burin, donne progressivement forme à un bloc de pierre. Chaque coup est un pas vers la création de quelque chose de grand et de significatif. De même, la Terre, en traversant des milliers d'années de chaos et de destruction, a progressivement acquis sa forme et son identité. Nous nous lançons dans ce voyage fascinant à travers le temps pour comprendre comment une planète est née du chaos cosmique. Ce voyage nécessite non seulement du courage, mais aussi la volonté de percevoir les échelles de temps qui sont difficiles à imaginer pour l'esprit humain, où des millions d'années ne sont que des unités de mesure, et chaque période est une époque entière dans l'histoire de la Terre. Chaque couche de roche, chaque minéral dans la Terre n'est pas seulement une pierre. C'est un enregistrement de l'histoire qui attend d'être déchiffré par les scientifiques. Chaque découverte faite par les géologues et les archéologues ouvre de nouvelles pages dans ce livre infini du temps, où chaque fait est un morceau de mosaïque qui aide à reconstituer l'image fascinante et complexe de notre passé. Par exemple, en étudiant les restes fossiles, les scientifiques peuvent comprendre comment le climat changeait, comment la vie se développait et comment divers facteurs influençaient les écosystèmes. Il est intéressant de noter que l'étude des couches anciennes nous permet non seulement de regarder dans le passé, mais aussi de tirer des conclusions sur l'avenir de notre planète. Et chaque telle découverte n'est pas seulement des chiffres et des faits, c'est un témoignage vivant de la complexité et de la diversité du chemin que la Terre a parcouru pour devenir un foyer pour des milliards de formes de vie. L'éducation du disque protoplanétaire autour du jeune Soleil est un processus majestueux et complexe, débuté il y a environ 4 milliards et demi d'années. À cette époque, un immense nuage de poussière et de gaz cosmique, principalement composé d'hydrogène et d'hélium, a commencé à tourner lentement sous l'influence des forces gravitationnelles. Ce nuage, connu sous le nom de nébuleuse solaire, s'est progressivement densifié, créant des mouvements tourbillonnants où les particules se heurtaient et se combinaient pour former des agrégats plus grands. Pendant ce temps, la température au centre du nuage a augmenté jusqu'à atteindre des milliers de degrés Celsius, entraînant une luminescence qui créait une source lumineuse brillante dans l'obscurité de l'espace environnant. Ce processus, appelé accrétion, s'est déroulé sur des millions d'années, et à chaque tour de rotation, le disque devenait de plus en plus lumineux et dense. Les régions externes de la nébuleuse restaient froides, créant un contraste entre la lumière vive de la région centrale et les vastes espaces sombres environnants. La température dans ces régions éloignées pouvait chuter jusqu'à moins 200 degrés Celsius, favorisant la formation de glace et d'autres substances volatiles. En même temps, les particules tournant autour du jeune Soleil ont commencé à former des planétoïdes, des protoplanètes, qui par la suite ont non seulement contribué à la formation des planètes, mais ont également modifié l'apparence de tout le système solaire. Cette danse cosmique de la matière s'est déroulée lentement, mais inexorablement,
offrant une opportunité unique d'étudier les processus qui ont conduit à la formation de la Terre et d'autres planètes. Dans ce disque, de dizaines de millions de kilomètres de diamètre, se déroulait une véritable symphonie de sons à basse fréquence provoquée par les collisions de particules et les oscillations de gaz, créant une atmosphère de grandeur cosmique et de mystère. Les interactions complexes entre les particules ont conduit à la formation de nuages denses qui ont ensuite commencé à se condenser en structures plus grandes, telles que des comètes et des astéroïdes. Ces formes primitives de matière ont conservé des traces de l'ancienne nébuleuse solaire, et leur étude peut nous fournir des clés pour comprendre l'histoire précoce du système solaire. En fin de compte, c'est ce disque protoplanétaire qui a servi de base à la formation de la Terre, qui, à son tour, est devenu un foyer pour des milliards de formes de vie. Le processus d'accrétion est un phénomène fascinant, où les plus petites particules cosmiques se combinent progressivement pour former des corps plus volumineux. Au début, dans les conditions de la jeune système solaire, de petites particules de poussière, composées de minéraux et de glace, se heurtaient les unes aux autres dans un quasi-vide. Ces collisions, se produisant à une vitesse de quelques centimètres par seconde, étaient si lentes qu'elles pouvaient être comparées à un ballet hypnotique de la matière dans le silence de l'espace. Les recherches montrent que le processus d'accrétion prend des millions d'années pour aboutir à la formation d'objets significatifs comme les astéroïdes et les planètes. Des scientifiques comme le Dr Alan Boss de l'Institut Carnegie soulignent que pendant cette période, les collisions se sont produites sur des époques, créant des conditions pour la formation de plus gros cailloux qui se sont ensuite réunis pour former des protoplanètes. Les particules, en se heurtant, s'agglutinaient les unes aux autres grâce à des forces électriques et magnétiques, créant ce qu'on appelle des agrégats. Ces agrégats, composés de nombreuses petites particules, devenaient de plus en plus volumineux, atteignant des tailles de plusieurs centimètres. Ainsi, ils formaient des corps plus importants qui, en fin de compte, devenaient les précurseurs des planètes. Imaginez des petits cailloux tournant lentement les uns autour des autres dans le silence de l'espace, se heurtant, s'agglutinant pour former de nouvelles formes. C'est un processus qui se développait lentement, mais inexorablement. De telles collisions pourraient ressembler à une chorégraphie, où chaque mouvement se répète et change sur des millions d'années. Ces mouvements ne forment pas seulement des comètes et des astéroïdes, mais créent également des conditions pour la formation de la Lune, lorsque des corps plus volumineux, en se heurtant, expulsent des parties de matière dans l'espace, qui commencent ensuite à tourner et à former des satellites. De tels événements, comme la collision entre la Terre et une hypothétique planète Theia, survenue il y a environ 4,5 milliards d'années, font également partie du long processus d'accrétion qui a formé non seulement les planètes, mais aussi leurs satellites. Les recherches scientifiques montrent que l'accrétion n'est pas seulement un processus physique. C'est un système complexe d'interaction entre les particules matérielles qui, en fin de compte, conduit à la création d'objets stables dans le système solaire. Chaque étape de ce processus, chaque petit détail a son importance, car c'est précisément eux qui constituent la base de la formation de l'univers tel que nous le connaissons aujourd'hui. À cette étape de la formation du système solaire, dans le disque protoplanétaire, apparaissent les planétésimaux, premiers grands corps, de quelques centaines de mètres à plusieurs kilomètres de diamètre. La gravitation commence à jouer un rôle crucial, attirant de plus en plus de matière vers les centres déjà formés, créant ainsi un effet de boule de neige. Plus la masse de l'objet est grande, plus son attraction est forte. Cela conduit à ce que des milliers de corps rocheux de différentes tailles orbitent autour des planétésimaux, se déplaçant rapidement sur leurs orbites, s'écrasant et se combinant avec des fragments plus petits. À ce moment-là, l'espace cosmique devient comparable à un immense champ de bataille, rempli de débris, où chaque collision peut conduire à la formation de nouveaux objets plus grands. Il y a environ 4,7 milliards d'années, dans ce disque, des interactions constantes se produisaient, menant à la formation de corps qui deviendront ultérieurement des planètes. Par exemple, des scientifiques comme le Dr Alan Boss de l'Institut Carnegie notent que ces premières collisions et interactions gravitationnelles ont contribué à la formation de planètes comme la Terre et Mars. Ces premiers planétésimaux, dotés d'une structure solide et d'une masse suffisante, ont commencé à absorber le matériau environnant, créant un contraste entre leur solidité et le vide de l'espace. Ils n'étaient
pas simplement des rochers, mais des blocs de construction clés pour la formation des planètes, qui acquerront par la suite une atmosphère et même la vie. Leurs mouvements et leurs interactions dans le vide cosmique dessinent une image dynamique. Chaque objet en orbite apporte sa contribution au processus de formation du système planétaire. En conséquence de ces interactions, notamment, des structures plus complexes se formaient, telles que des systèmes binaires ou même des disques protoplanétaires, qui pourraient donner naissance à de nouvelles étoiles. Tout comme un sculpteur travaille la pierre, la gravitation façonne ces corps cosmiques, leur donnant différentes formes et tailles. Les données scientifiques obtenues par des missions spatiales comme Dione et Cassini ont confirmé que ces processus étaient cruciaux pour la formation des systèmes planétaires dans notre univers et d'autres régions de l'univers. Le processus de formation de la prototerre peut être imaginé comme un majestueux et lent réveil, au cours duquel de nombreuses planétoïdes, représentant de petits corps formés de gaz et de poussière dans le disque protoplanétaire, ont commencé à se rassembler en structures plus grandes. Ces planétoïdes, dont les tailles variaient de petits cailloux à des objets de la taille d'une montagne, entraient en collision et continuaient à se percuter, créant des effets secondaires comparables à une danse dans l'immensité de l'espace. Chaque choc, chaque scène de collision provoquait une réaction en chaîne où les particules se rassemblaient, fusionnaient et formaient des agrégats plus grands. Ce processus, qui a duré des millions d'années, rappelait la lente formation de cristaux à partir d'une solution. Au début, tout semblait chaotique, mais avec le temps, des formes claires et stables émergeaient. Des scientifiques comme le Dr Edward T. Chang de l'Université de Californie montrent dans leurs recherches que, grâce à l'attraction gravitationnelle, ces objets ont commencé à former une protoplanète, qui est devenue la base de notre Terre. Aux premières étapes de la formation de la prototerre, les collisions étaient si fréquentes que le nouveau corps, composé d'un mélange de pierres et de métaux, subissait des chocs constants, ce qui entraînait l'émission d'une quantité énorme de chaleur. Cette chaleur favorisait la fusion des couches internes, créant ainsi des conditions pour la différenciation, où les éléments plus lourds, comme le fer, descendaient en formant le noyau, tandis que les éléments plus légers remontaient à la surface, formant les mantles et la croûte. Ainsi, au fil des millions d'années, des structures se formaient progressivement, que nous observons aujourd'hui sur la Terre. Les modèles scientifiques montrent que, à cette époque, des éruptions volcaniques pouvaient se produire à la surface, expulsant du gaz et de la poussière dans l'atmosphère, créant des conditions pour la formation et la modification ultérieure. Ces activités volcaniques, en plus de tout le reste, pouvaient contribuer à la formation des premiers océans, lorsque la vapeur condensée, résultant du chauffage, retombait à la surface. Ainsi, le processus de formation de la prototerre était non seulement physique, mais aussi chimique, avec de nombreuses réactions se déroulant dans des conditions proches du chaos, menant progressivement à un corps stable. Les scientifiques continuent d'étudier ce processus pour comprendre comment les planètes se sont formées dans notre système solaire et au-delà, en se rendant compte que l'étude de tels processus anciens peut fournir une clé pour comprendre non seulement notre planète, mais aussi tout l'univers. À l'époque où la prototerre a atteint sa taille complète, elle est devenue un corps dynamique, doté d'une structure interne complexe, prêt pour un développement et des changements ultérieurs, ce qui a préfiguré l'apparition de la vie. Dans l'espace cosmique, où le temps et l'espace se comportent différemment, deux masses planétaires, la jeune Terre et la protoplanète Theia, se rapprochent lentement l'une de l'autre. Il y a environ 4,5 milliards d'années, alors que la Terre commençait à prendre sa forme, Theia, de taille similaire à Mars, suivait son orbite, ignorant son destin. Ces deux corps, chacun ayant sa propre histoire et sa part d'énergie, se dirigeaient l'un vers l'autre, et leur collision était inévitable. Le processus de rapprochement a duré des milliers d'années, et lorsqu'ils se sont enfin rencontrés, cet événement a transformé non seulement eux, mais aussi tout le système solaire. Au moment de l'impact, quelque chose de véritablement majestueux s'est produit. Une collision comparable à un ballet cosmique de destruction et de création. De vastes masses de matière se sont rencontrées avec une force colossale, libérant une énergie équivalente à des millions de mégatonnes de TNT. À cet instant, des roches et des minéraux chauffés à blanc, sous l'effet d'une pression et d'une température incroyables, ont explosé dans toutes les directions, formant des nuages de matière fondue
qui se sont dirigés vers l'espace. Cette éjection de matière rappelait un feu d'artifice, sauf qu'au lieu de lumière et de bruit, il y avait des flux de magma et de poussière qui formaient des anneaux temporaires autour de la Terre. On estime qu'environ 30% de la masse d'une des planètes a été éjectée dans l'espace, ce qui a catalysé la formation de la Lune. Au cours de cette danse cosmique, des ondes de matière fondue se formaient et couvrirent l'espace, créant de nouvelles structures et formes. Ce processus de formation de la Lune à partir des débris de la collision n'était pas simplement un événement aléatoire, mais une étape cruciale dans le développement de la Terre et de son satellite. Ces masses chauffées ont finalement refroidi et se sont réunies, se transformant en un corps céleste qui orbite actuellement autour de notre planète. La Lune, à son tour, a eu un impact immense sur la Terre, stabilisant son axe de rotation et créant des conditions nécessaires à l'émergence de la vie. Les recherches montrent que sans cette collision catastrophique, la vie sur Terre aurait pu évoluer de manière complètement différente. Des débris, éjectés lors de la collision avec la planète Theia, ont donné naissance au processus de formation de la Lune. Autour de la jeune Terre, un disque de gaz chaud et de particules s'est formé, comprenant à la fois de petits éclats et de grands fragments de la croûte et du manteau de Theia. Ce processus a débuté il y a environ 4,5 milliards d'années et a duré des millions d'années, jusqu'à ce que les particules commencent à se rassembler encore plus volumineux. D'abord, ce furent de petits amas qui, sous l'effet de la gravité et de la rotation, se sont progressivement agglomérés pour former des objets plus grands. Ce fut un spectacle majestueux. Dans l'espace rempli de nuages de poussière et de gaz, de petits éclats se sont lentement mais inexorablement dirigés les uns vers les autres, se réunissant en un tout. Au cours des 100 millions d'années suivantes, ces agglomérations ont donné naissance à des protolunes, qui ont continué à croître en absorbant les débris restants. Notons que le processus de formation de la Lune n'était pas chaotique. Il rappelait une danse des particules cosmiques, où chacune trouvait sa place dans le rythme orbital. C'était une époque où, dans le vide de l'espace, un satellite naissait, qui deviendrait par la suite un élément indissociable de la vie sur Terre. À mesure que la Lune grandissait, elle a commencé à influencer la jeune Terre, modifiant son rotation et créant des conditions pour les marées et les reflux, ce qui a contribué à la formation des océans. Ce processus majestueux de formation du satellite s'est achevé il y a plusieurs centaines de millions d'années, lorsque la jeune Lune a atteint un état stable et a pris sa place dans le firmament éternel, devenant un observateur du berceau de la vie sur notre planète. En conséquence, la Lune, avec un diamètre de 3400 km, est devenue non seulement un corps céleste, mais aussi un facteur important influençant les processus climatiques et géologiques sur Terre. En raison de l'influence gravitationnelle de la Lune qui a stabilisé au fil du temps l'inclinaison de l'axe de la Terre primitive était un monde complètement différent. Après sa formation, la Terre était méconnaissable. C'était une sphère de magma en fusion, où la température atteignait des valeurs cosmiques et la surface brillait d'un orange et rouge vif. Il n'y avait rien qui rappelait les paysages familiers, ni montagnes, ni océans, ni forêts. À la place, s'étendait à perte de vue un océan de feu, où les vagues de roches en fusion bouillonnaient et jaillissaient, donnant l'impression que la planète vivait sa propre vie. De grands flux de magma affluaient à la surface, provoquant des explosions et des éruptions, tandis que la Terre était entourée de nuages de vapeur et de gaz, formés par un effet thermique ininterrompu. Cette sphère en fusion était à la fois dangereuse et fascinante. La lumière se reflétant dans les nuages lui donnait un aspect mystérieux. Il n'y avait aucun signe de vie, ni de croûte solide sur laquelle nous pourrions nous tenir aujourd'hui. Au lieu de cela, toute la planète était recouverte d'une couche de matériaux en fusion, qui continuait à se modifier sous l'effet des processus internes. Parlant de temps, il fallut plusieurs millions d'années avant que le refroidissement et la formation d'une croûte solide ne commencent, marquant ainsi le premier pas vers la création des conditions de vie. C'était une époque où la planète se trouvait à la limite de son devenir, où chaque élément du paysage que nous connaissons aujourd'hui attendait son heure dans les profondeurs de cette sphère en feu. À cette étape de développement de la Terre, des changements se produisaient qui détermineraient par la suite la composition de l'atmosphère et, en fin de compte, les conditions favorables à la vie,
Toute cette dynamique créait un contexte de fond pour les futurs processus géologiques qui aboutiraient à la formation des continents et des océans. Sur la Terre primitive, il y a environ 4 milliards d'années, la surface de la planète était un océan magnétique, une masse bouillonnante et lumineuse de roches fondues. Imaginez de grandes vagues de magma qui montent et descendent, créant l'impression d'un mouvement éternel. Les couleurs de cet océan variaient du jaune vif au rouge profond, en fonction de la température et de la composition du matériau fondu. Dans certains endroits, des éruptions puissantes provenant des profondeurs de la Terre projetaient un matériau encore plus chaud, formant des cratères et des cônes volcaniques. Ces éruptions étaient si puissantes qu'elles projetaient des roches à des kilomètres de hauteur. Des processus comme la convection dans l'océan magnétique entraînaient la formation de tourbillons de roches fondues qui tournoyaient à une vitesse incroyable, créant une atmosphère dynamique autour. La température de la surface pouvait atteindre des milliers de degrés Celsius, rendant impossible toute forme de vie primitive. L'eau, telle que nous la connaissons aujourd'hui, n'était pas encore sous forme liquide. Au lieu de cela, la vapeur d'eau montait dans l'atmosphère, formant des nuages qui se condenseraient finalement en océan. Ces conditions formaient la base pour la formation ultérieure des continents. Mais à ce moment-là, la surface de la planète n'avait rien de commun avec le monde que nous connaissons aujourd'hui. La composition de la magma, riche en silicates, fer et autres éléments, créait des conditions incroyablement variées pour la formation des minéraux. Différents types de roches, comme le basalte et le granit, se formaient en réponse aux changements de température et de pression. L'énergie dégagée par les masses fondues pouvait entraîner la formation des premiers continents, bien qu'ils soient encore en formation. Tout cela se déroulait en arrière-plan de processus tectoniques constants qui, à leur tour, influençaient le climat et l'atmosphère. Sur la Terre primitive, l'atmosphère était remplie de gaz carbonique et de vapeur d'eau, créant un effet de serre, mais la température de la surface était si élevée qu'aucun composé organique ne pouvait survivre dans de telles conditions. Cette époque magnétique était l'une des plus chaotiques de l'histoire de notre planète, et c'est ici que les bases pour la formation ultérieure de la vie ont été posées. Progressivement, avec le refroidissement de la surface, l'océan magnétique commençait à se transformer en océan primitif. Mais c'est une autre histoire. Le processus de différenciation de la matière terrestre qui s'est déroulé lors des premières étapes de la formation de notre planète est un processus véritablement épique, ayant duré des millions d'années. Alors que la Terre était en état de fusion, les éléments lourds comme le fer et le nickel ont commencé à se déplacer progressivement vers le centre de la planète, formant le noyau. Ce processus peut être imaginé comme un mouvement lent mais inexorable de la matière à l'intérieur de la masse fondue. En revanche, les éléments plus légers comme le silicium, l'oxygène et l'aluminium se sont élevés vers la surface, formant la mantelle et la croûte. Les recherches montrent que la différenciation a commencé il y a environ 4 milliards et demi d'années lorsque la Terre s'est formée à partir du disque protoplanétaire. Les forces gravitationnelles ont joué un rôle crucial dans ce processus. Plus la masse de l'élément était grande, plus son attraction vers le centre était forte. En conséquence, le fer et le nickel, ayant une densité élevée, se sont déposés au fil du temps dans le noyau, lui conférant une nature chaude et métallique. Le processus de différenciation s'est déroulé de manière inégale et a impliqué des interactions physico-chimiques complexes. Les roches fondues se déplaçaient, se mélangeaient et se réorganisaient finalement. Ce processus n'a pas seulement créé la structure interne de la Terre, mais a également déterminé son activité géologique. Ainsi, à la limite entre les couches mantéliques et les couches de la croûte, des courants de convection se sont formés, qui continuent encore aujourd'hui de réguler le mouvement des plaques tectoniques. Il est important de noter que la température dans le noyau atteint plus de 4000 degrés Celsius, ce qui explique pourquoi les éléments de fer et de nickel restent à l'état liquide sous une pression immense. Ainsi, la différenciation de la Terre est devenue la base non seulement de la formation des structures géologiques, mais aussi du développement de l'atmosphère et de l'hydrosphère. C'était un processus dans lequel les propriétés physiques des matériaux, ainsi que le temps, ont interagi pour créer une architecture interne unique de la planète. Les recherches scientifiques menées à l'aide d'ondes sismiques ont montré que le noyau de la Terre a un rayon d'environ 3400 km,
tandis que la mantelle a une épaisseur d'environ 2900 km. Ces chiffres soulignent l'ampleur des processus qui se sont déroulés et leur influence sur la formation de notre planète. Il y a plus de 4 milliards et demi d'années, lorsque la Terre se formait, des métaux lourds commencèrent à se rassembler au centre de la planète, en particulier le fer et le nickel. Ces éléments, ayant une densité élevée, s'enfonçaient progressivement vers le centre de la Terre, formant un noyau métallique puissant. Ce processus peut être imaginé comme un cœur géant palpitant dans les profondeurs de la Terre, composé de fer fondu dont la température atteint environ 5000 degrés Celsius. Selon les recherches menées dans les années 2000 par des scientifiques de l'université Harvard, ce noyau est composé d'environ 80% de fer et de 20% de nickel. Sous l'effet d'une pression et d'une température constante, bien supérieure à celle de la surface, des structures cristallines se formaient, conférant au noyau des propriétés physiques uniques. Il y a environ 3 milliards d'années, la partie externe du noyau a commencé à se cristalliser, formant ainsi le premier noyau de fer solide entouré d'une couche externe liquide. Ce processus était le résultat de la convection thermique, causée par la chaleur dégagée par la désintégration de éléments radioactifs tels que l'uranium et le thorium, présents dans le manteau et la croûte. L'énergie libérée par cette désintégration favorisait le mouvement du métal fondu, influençant ainsi les champs magnétiques de la Terre qui se sont formés par la suite. Cependant, même à cette époque, les pulsations et les mouvements du noyau créaient des conditions qui ont ensuite formé la base du champ magnétique de notre planète. Ce processus n'est pas encore terminé et le noyau continue d'évoluer, influençant l'activité géologique et les conditions climatiques à la surface. Les recherches montrent que la structure du noyau terrestre peut comporter des couches complexes qui restent à explorer entièrement, et sa dynamique reste un sujet de débats scientifiques actifs. Un exemple marquant est le travail des géophysiciens qui utilisent les ondes sismiques pour étudier les processus internes de la Terre, permettant ainsi de créer des modèles montrant comment les métaux lourds se déplacent dans le noyau. En tout, le noyau terrestre a un rayon d'environ 1300 km et, selon les estimations, sa température peut atteindre des valeurs comparables à celles de la surface du Soleil. Le processus de refroidissement de la surface de la Terre a été long et complexe, rappelant comment une boisson chaude se refroidit progressivement dans une tasse. Au début, lorsque la Terre se formait il y a environ 4 milliards et demi d'années, sa surface était un océan magnétique en fusion où les températures atteignaient des milliers de degrés Celsius. Cet océan était en constante agitation et ses vagues, comme dans une mer déchaînée, détruisaient constamment toute croûte solide préexistante. Progressivement, à mesure que la température diminuait, les premières couches fines de croûte solide se formaient à la surface, de manière similaire à la formation d'une pellicule sur la surface d'un chocolat chaud lorsqu'il refroidit. Cette première croûte terrestre était extrêmement fragile, composée de minéraux légers qui ne pouvaient pas supporter les conditions intenses régnant sur la planète. Par exemple, il y a environ 4 milliards d'années, des chercheurs comme le Dr James Kerr de l'Université de Californie ont découvert que cette croûte primitive était constamment détruite en raison de l'activité volcanique et des processus tectoniques. À chaque nouvelle éruption ou séisme, cette croûte primitive s'effondrait à nouveau, créant un sentiment d'équilibre précaire qui a duré des millions d'années. Par exemple, dans les régions des anciens continents comme les cratons, où l'on peut encore voir les traces de ces processus, on observe comment les restes de la croûte ancienne sont érodés et se reforment. À cette époque, l'atmosphère terrestre subissait également des changements. Les gaz chauds émis par les volcans commencèrent à former la composition primitive de l'atmosphère, qui était très différente de celle d'aujourd'hui. Ce processus de refroidissement et de formation de la croûte solide était non seulement physique, mais aussi chimique. En réaction avec les gaz atmosphériques et l'eau formée à la surface, les premières étapes de la formation de nouveaux minéraux débutaient. Pendant environ 3 milliards d'années, cette croûte fragile se transformait, créant des conditions favorables à l'apparition de la vie. Mais ce processus était toujours menacé par des catastrophes géologiques. Les données montrent que même à ce jour, dans certains endroits comme les dorsales océaniques, des éruptions volcaniques continuent de se produire, rappelant les temps anciens où la Terre était jeune et pleine d'énergie.
La première croûte terrestre solide, apparue environ 700 millions d'années après la formation de la planète, était un paysage basaltique sombre, constamment déchiré et modifié par l'activité volcanique. À cette époque, la planète était encore jeune et sa surface était couverte de vastes zones de magma solidifié, résultant d'éruptions. Ces formations basaltiques créaient un contraste entre les zones noires de la roche solidifiée et les failles brillantes où le magma montait rapidement à la surface, formant des fontaines de feu. Ces failles, ou rifts, n'étaient pas simplement des fissures dans la croûte, mais de véritables fenêtres sur les entrailles de la Terre, permettant au volcan d'éjecter de la lave et des gaz, formant de nouveaux îlots et continents. Au cours de la formation de la croûte, des mouvements tectoniques puissants se produisaient, menant à la formation de chaînes montagneuses et de vallées, créant un relief unique. Les premiers océans, formés par la condensation de la vapeur d'eau de l'atmosphère, remplissaient progressivement ces dépressions, créant des conditions favorables à l'apparition de la vie. Un point crucial est que la croûte était extrêmement mince. Son épaisseur atteignait parfois 10 km, la rendant extrêmement vulnérable aux influences de la magma en dessous. Ces éruptions volcaniques ne formaient pas seulement la structure physique de la Terre, mais contribuaient également à la formation de l'atmosphère. Les gaz émis, tels que le dioxyde de carbone et la vapeur d'eau, créaient des conditions propices au développement des systèmes climatiques. Les grands flux de lave remplissaient les vallées, formant de vastes plateaux que nous pouvons observer aujourd'hui dans certaines parties du monde, comme en Islande, où la croûte jeune est encore soumise à une activité volcanique active. Ces processus géologiques se déroulèrent dans un contexte de lutte constante entre les masses magmatiques chaudes et les océans froids, créant un environnement dynamique où tout était soumis à des changements. Ainsi, la première croûte terrestre n'était pas simplement une enveloppe statique, mais un système en mouvement et en évolution, constamment modifié par l'énergie interne de la planète. Un aspect important de ce processus était que c'était précisément les éruptions sur cette surface primitive qui menaient à la formation des premiers minéraux et roches, qui formaient ensuite la base des structures géologiques plus complexes. En conséquence, la Terre a commencé à voir apparaître des écosystèmes variés, bien que la vie ne se soit encore éveillée que dans les premiers plans d'eau formés à la surface. C'est ce dialogue entre l'activité volcanique et le milieu aquatique qui est devenu le catalyseur pour l'évolution ultérieure de la planète et l'apparition des premières formes de vie. Sur la croûte en formation de la planète, couverte de milliers de volcans actifs, se déroulait une activité volcanique incroyable qui déterminait l'apparence de la Terre il y a plus de 3 milliards d'années. Ces volcans émettèrent de la lave, des gaz et de la cendre, créant un spectacle tumultueux comparable à un spectacle grandiose de la nature. Les flux de roches en fusion, atteignant des températures dépassant les 1000 degrés Celsius, coulaient à la surface, formant des rivières de lave qui s'étalaient sur des kilomètres, couvrant de vastes étendues. Certaines de ces rivières, comme la rivière Kilauea aux îles Hawaï, continuaient à bouillonner et à émettre de la lave jusqu'à aujourd'hui, démontrant ainsi la constance de ce processus. Les fontaines de magma jaillissant des entrailles s'élevaient à des centaines de mètres dans l'air, créant des nuages de cendres et de gaz qui retombaient ensuite à la surface, formant des couches de sédiments volcaniques. À l'horizon, des éruptions de feu brillaient constamment, reflétant un éclat éternel qui créait une atmosphère pleine d'énergie et de dynamisme. Cette activité ne s'arrêtait jamais, façonnant le relief de la jeune planète et contribuant à la formation de nouveaux minéraux et éléments. Des scientifiques comme le docteur David Ferris, en étudiant des échantillons de roches volcaniques anciennes, datées de plus de 3 milliards d'années, ont découvert la présence de minéraux, tels que l'olivine et la pyroxène, qui témoignent des températures élevées et des conditions régnantes à cette époque. Ces minéraux se sont formés par cristallisation de roches en fusion qui refroidissaient à la surface ou en dessous. L'activité volcanique a également favorisé la libération de dioxyde de carbone et d'autres gaz, formant une atmosphère primaire extrêmement agressive mais nécessaire pour la formation des conditions climatiques futures. Ces processus se poursuivaient sans fin, créant des conditions propices au développement des systèmes géologiques et biologiques qui, en définitive, ont conduit à l'apparition de la vie. Les îles volcaniques formées par de multiples éruptions, comme les îles Tonga, sont devenues des lieux où pourraient naître les premières formes de vie.
Toute cette activité intense ne formait pas seulement le paysage, mais créait également des écosystèmes qui deviendront la base pour des formes biologiques plus complexes. L'atmosphère primitive de la Terre était tout à fait différente de celle à laquelle nous sommes habitués aujourd'hui. Lorsque la planète commençait à se former, elle était enveloppée d'une couche gazeuse dense et opaque, résultant d'une activité volcanique intense. Les gaz émanant des entrailles de la Terre formaient une atmosphère lourde et toxique, qui constituait en quelque sorte le premier souffle de notre planète. Ce nuage de gaz empêchait la lumière solaire d'atteindre la surface, créant des conditions sombres et lugubres. L'activité volcanique, qui se produisait il y a environ 3,5 milliards d'années, libérait une quantité massive de dioxyde de carbone, de vapeur d'eau et d'autres substances volatiles qui remplissaient l'atmosphère naissante. Ces gaz, tombant des volcans, formaient des nuages épais et créaient des conditions dans lesquelles la vie, telle que nous la connaissons, aurait été impossible. Cette période peut être imaginée comme un enfer ardent, où les températures atteignaient des niveaux critiques et où l'air était saturé de vapeurs toxiques. Malgré des conditions extrêmement défavorables à la vie, cette atmosphère a été le point de départ pour la formation des premières molécules, qui plus tard deviendront la base des processus biochimiques. Des scientifiques comme le professeur James Cameron de l'Université de Californie pensent que de telles conditions pourraient avoir favorisé la formation de composés organiques dans les profondeurs des océans, ce qui a conduit à l'émergence des premières formes de vie. Les éruptions volcaniques de cette époque n'étaient pas seulement destructrices, mais également essentielles pour la formation de l'environnement planétaire. Chaque éruption libérait des tonnes de cendres et de gaz, façonnant le relief et le climat tels que nous les connaissons. Cette atmosphère toxique n'était pas un simple espace vide, mais un système complexe d'interactions qui, en fin de compte, a conduit à l'apparition de la vie. Les scientifiques continuent d'étudier cette période pour comprendre comment se sont produites les premières réactions biochimiques, mais une chose est certaine, cette atmosphère sombre et lourde, remplie de gaz toxiques, a été la première scène sur laquelle s'est déroulée la tragédie de l'apparition de la vie sur Terre. Sur la Terre primitive, un véritable bombardement de météorites avait lieu, lorsque des corps célestes de différentes tailles, allant de petits météorites à de vastes astéroïdes, s'abattaient sans fin sur sa surface. Il y a environ 3,5 milliards d'années, pendant ce qu'on appelle la période de bombardement tardif intense, la Terre était attaquée par des objets atteignant en moyenne plusieurs kilomètres de diamètre. À cette époque, le ciel était strié de traces brillantes de corps en chute, créant l'effet d'une guerre spatiale incessante. Lors d'un de ces impacts, probablement il y a environ 4 milliards d'années, un corps de la taille de Mars a heurté la Terre, ce qui, selon les scientifiques, a probablement conduit à la formation de la Lune. Cet événement, connu sous le nom d'hypothèse du grand impact, a non seulement modifié le paysage terrestre, mais aussi ses caractéristiques orbitales. Chaque impact laissait des cratères nouveaux, et la surface de notre planète changeait constamment, comme si un artiste fou créait un tableau de glace et de pierre. Par exemple, le cratère de Vredefort, en Afrique du Sud, formé il y a environ 2,5 milliards d'années, a un diamètre supérieur à 100 km et est considéré comme l'un des plus grands cratères d'impact sur Terre. Cette activité météoritique était 10 fois plus intense qu'aujourd'hui, car à cette époque, la Terre n'avait pas de champ magnétique protecteur qui aurait pu au moins partiellement refléter cette attaque spatiale. Les recherches scientifiques montrent que pendant les premiers 500 millions d'années de l'existence de la planète, des météorites tombaient à une fréquence de 100 objets de grande taille par an, créant des conditions inimaginables pour la formation de l'atmosphère primitive et peut-être des premières formes de vie. Cette attaque constante de l'espace n'a pas seulement modifié l'état physique de la planète, mais a également favorisé des réactions chimiques complexes entre les minéraux et les éléments à la surface, créant des conditions pour l'évolution ultérieure. En regardant la surface de la Lune, parsemée de cratères, il est facile d'imaginer à quoi ressemblait la jeune Terre, où chaque jour avait lieu de nouveaux combats, avec des corps célestes remplissant l'histoire de la planète d'événements qui ont finalement conduit à l'apparition de la vie. Il y a environ 4 milliards d'années, la Terre a traversé une période appelée la bombardement tardif intense. À cette époque, le nombre d'astéroïdes tombant sur la planète a considérablement augmenté.
Les scientifiques estiment que pendant cette période, qui a duré plusieurs centaines de millions d'années, des corps célestes de la taille de pays modernes comme l'Australie ou même l'Europe tombaient quotidiennement à la surface de la Terre. Les collisions de ces objets massifs ont entraîné des événements catastrophiques. Les impacts de ces corps ont fondu la croûte déjà solidifiée, formant d'immenses cratères. Par exemple, le cratère de Vredefort en Afrique du Sud, formé il y a environ 2 milliards d'années, a un diamètre supérieur à 100 km et est considéré comme l'un des plus grands cratères d'impact de la planète. Cependant, pendant la période du bombardement tardif intense, de telles collisions étaient courantes. Les astronomes évaluent que pendant cette période, la Terre pouvait entrer en collision avec des astéroïdes et des comètes de plusieurs kilomètres de diamètre tous les quelques millions d'années. Ces impacts non seulement chauffèrent la planète, mais contribuaient également à la formation d'une atmosphère riche en gaz carbonique et en vapeur d'eau, ce qui a été une étape importante pour l'apparition de la vie. À cette époque, la surface de la Terre ne formait pas seulement des cratères, mais aussi de nouvelles formations géologiques comme les volcans. Des chercheurs comme le Dr John Candy de l'Université de Londres affirment que c'est précisément l'intensité du bombardement qui a conduit à la formation de conditions favorables à l'apparition des premières formes de vie. Dans ce chaos, les océans se formaient, et les impacts d'astéroïdes pouvaient apporter des molécules organiques qui ont ensuite servi de base pour les processus biochimiques. À mesure que l'intensité des bombardements diminuait, la Terre commençait à se stabiliser, et des conditions favorables à l'apparition de formes de vie plus complexes se formaient à sa surface. Pendant cette période de bombardement météoritique de la Terre, qui s'est déroulée d'environ 4 milliards à 3 milliards et demi d'années, des corps célestes tels que des comètes glacées et des astéroïdes ont joué un rôle crucial dans la formation des réserves d'eau de la planète. Les recherches montrent que des astéroïdes riches en eau pouvaient apporter de grandes quantités de ces ressources à la Terre. Par exemple, des comètes composées à 90% de glace s'écrasaient sur la planète, libérant ainsi une quantité énorme d'eau sous forme de vapeur, ce qui contribuait à la formation des premiers océans. Les données scientifiques indiquent que, selon les estimations, plus de 30% de l'eau sur Terre pourrait avoir été apportée par ce bombardement météoritique. Des astronomes comme le Dr Emily Lagdaval de l'Université de Californie notent que des comètes similaires à la comète de Halley ne se contentaient pas de s'écraser sur la Terre, mais enrichissaient également son atmosphère en vapeur d'eau, ce qui a formé la base des précipitations futures. Ce processus ne s'est pas produit instantanément, mais progressivement. Goutte à goutte, météore après météore, des millions de messagers cosmiques tombaient sur la surface de la planète, apportant avec eux un liquide précieux nécessaire à la vie. Il est important de noter que pendant des millions d'années, divers bombardements météoritiques, constituant une grande partie de l'histoire précoce de la Terre, ont créé des conditions pour la formation de réservoirs d'eau stables. En conséquence, à 4 milliards d'années, la Terre possédait déjà des réserves d'eau suffisantes pour former des océans, ouvrant ainsi une nouvelle ère dans l'histoire de la planète. Il convient de noter que le processus de formation des océans ne s'est pas limité aux impacts directs des comètes, mais aussi aux réactions thermiques résultant des collisions, où l'eau liée dans les minéraux était libérée par chauffage. Par exemple, des chercheurs de l'Institut de recherche spatiale en Allemagne, sous la direction du docteur Simon Gatz, ont découvert que certains minéraux contenant de l'eau pouvaient se décomposer à haute température, augmentant ainsi la quantité d'eau à la surface de la planète. Ainsi, le bombardement météoritique n'a pas seulement créé les conditions pour la formation des océans, mais est devenu un facteur important dans la fourniture des ressources nécessaires aux premières formes de vie. En conséquence, lorsque la Terre s'est finalement stabilisée, elle possédait déjà de grandes réserves d'eau, qui sont devenues la base du développement ultérieur de la vie sous diverses formes. Le processus de formation des premiers océans sur Terre a été long et complexe. À partir du moment où la planète a commencé à refroidir, la vapeur d'eau présente dans son atmosphère, formée par l'activité volcanique et les impacts de comètes, a commencé à se condenser progressivement. Ce phénomène ne s'est pas produit instantanément. Des millions d'années, pendant lesquelles la température de la surface de la Terre diminuait, ont permis à la vapeur d'eau de se transformer en gouttes d'eau qui, comme de grands et longs pluies, se déposaient sur la surface de la planète.
Ces pluies ne duraient ni des jours ni des années, mais s'étendaient sur des milliers d'années, remplissant peu à peu les dépressions et formant les premiers plans d'eau. Une des étapes clés de ce processus a commencé il y a environ 3 milliards et demi d'années, lorsque la température est descendue à un niveau permettant à l'eau de rester à l'état liquide. Grâce à des précipitations sur des millions d'années, l'eau a commencé à remplir les dépressions du relief, formées par l'activité tectonique, l'érosion et d'autres processus géologiques. L'eau, en se mélangeant avec les minéraux et les éléments présents à la surface, a créé des conditions favorables à l'apparition de la vie. Cette eau n'était pas calme, elle se mélangeait, faisait partie des premiers écosystèmes et servait de milieu pour les réactions chimiques nécessaires à l'apparition des premiers organismes vivants. C'est à cette époque que sur Terre ont commencé à se former de grandes masses d'eau qui, par la suite, sont devenues des océans et dont l'influence sur le climat et la biosphère a été colossale. Progressivement, à mesure que la planète continuait à se refroidir, les océans devenaient de plus en plus vastes et leur composition de plus en plus diversifiée, créant des conditions uniques pour l'évolution de la vie. En fin de compte, le début de la formation des premiers océans est devenu un moment clé de l'histoire de la Terre, ouvrant la voie à l'apparition des organismes multicellulaires qui ont joué un rôle crucial dans le développement ultérieur de la biosphère. La première apparition des pluies sur la Terre a eu lieu il y a environ 3 milliards et demi d'années, et cet événement n'a été en rien sans nuages. Au lieu de l'eau pure que nous voyons aujourd'hui, les premières précipitations étaient composées d'un mélange d'acides et de divers composés chimiques, tels que l'acide sulfurique et l'acide carbonique, qui étaient le résultat de l'activité volcanique et de la libération de gaz dans l'atmosphère. Ces pluies s'abattaient sur la surface en fusion de la planète, dont la température dépassait les centaines de degrés Celsius. Imaginez un déluge continu avec un sifflement furieux tombant sur des rivières de lave en fusion, créant des nuages de vapeur qui s'élèvent rapidement dans l'air. Dans ce contexte, le ciel, rempli de nuages noirs, offre un spectacle de confrontation des éléments. La surface en feu de la Terre et les pluies acides tombant du ciel créent une impression de véritable combat. Les précipitations acides, en agissant sur les minéraux et les roches, formaient progressivement les premiers bassins d'eau riches en éléments chimiques, qui devinrent la base des futurs processus biochimiques. Les recherches scientifiques montrent que de telles pluies pouvaient créer des conditions favorables à la synthèse de molécules organiques nécessaires à l'apparition de la vie. Par exemple, des expériences de laboratoire menées par des scientifiques comme Stanley Miller en 1953 ont montré qu'en présence de décharges électriques et de vapeur d'eau, il est possible de synthétiser des acides aminés, qui sont les blocs de construction des protéines. Ces premières précipitations n'ont pas seulement modifié le paysage de la Terre, mais ont également été un catalyseur pour la formation de complexes molécules organiques. Les étangs et bassins formés par les pluies agissaient comme des réacteurs naturels où se produisaient les réactions chimiques nécessaires à l'apparition des premiers organismes vivants. Ainsi, les pluies acides n'ont pas seulement joué un rôle de phénomène climatique, mais ont été une étape importante dans l'évolution de notre planète. Les premiers plans d'eau sur la Terre primitive étaient très différents de ce que nous voyons aujourd'hui. Il y a plus de 3 milliards d'années, lorsque notre planète commençait à se former, les mers étaient chaudes et riches en minéraux. Ces premiers plans d'eau avaient probablement une température d'environ 100 degrés Celsius, ce qui favorisait leur évaporation rapide et la formation d'une atmosphère dense de vapeur d'eau. L'eau dans ces mers n'était pas transparente, comme aujourd'hui, mais avait une teinte trouble, peut-être même verte ou brune, en raison de la grande quantité de minéraux et de substances organiques rejetées dans l'eau par les volcans. Ces plans d'eau étaient remplis de vie sous forme de organismes simples, mais leur écosystème était extrêmement instable. En raison de l'activité volcanique continue, les limites de ces mers changeaient constamment. De nouvelles zones de terre émergées se formaient, tandis que d'autres étaient submergées. Par exemple, sur le territoire actuel du Groenland, où se trouvaient autrefois de tels plans d'eau, les scientifiques ont découvert des traces de dépôts marins anciens, datés d'environ 3 milliards d'années. Ces dépôts témoignent des variations du niveau de la mer, causées par des processus tectoniques. Il y avait même des cas où certains plans d'eau disparaissaient, ne laissant derrière eux que des dépôts salés desséchés. Dans ces conditions, la vie commençait à peine son parcours.
et chaque nouvelle génération d'organismes s'adaptait à l'environnement changeant. Ces premiers plans d'eau sont devenus le berceau des premiers organismes vivants, mais leur instabilité et les changements constants créaient des conditions qui pouvaient à la fois soutenir la vie et la menacer. Des scientifiques comme le Dr John L. Wilson de l'Université de Cambridge soulignent l'importance de ces premiers plans d'eau pour comprendre l'évolution de la vie sur Terre. Ils notent également que les conditions dans lesquelles la vie a commencé étaient aussi variées que complexes, posant ainsi de nombreuses questions sur le processus exact de cette évolution. En conséquence, ces premiers plans d'eau sont devenus non seulement des témoins, mais aussi des participants à la formation des premiers écosystèmes, qui ont ensuite formé la base pour des formes de vie plus complexes. Dans les océans primitifs, des réactions chimiques extraordinaires avaient lieu, comparables au travail d'un immense laboratoire naturel. L'eau, en interagissant avec les minéraux de la croûte terrestre, dissolvait divers éléments et composés, créant un bouillon chimique complexe. Ce bouillon était composé de nombreux composants qui se mélangeaient, réagissaient entre eux et formaient de nouveaux composés. L'atmosphère, contenant des gaz comme le dioxyde de carbone et l'ammoniac, participait activement à ces réactions, favorisant la formation de molécules organiques. Par exemple, l'interaction de l'eau avec des minéraux contenant du fer et du magnésium pouvait conduire à la formation de divers oxydes et hydroxydes, modifiant ainsi la composition chimique de l'eau et créant de nouvelles conditions pour des réactions ultérieures. Dans ce contexte, les océans pouvaient être considérés comme des écosystèmes dynamiques où, à chaque instant, des milliers de processus chimiques différents se déroulaient. Ces réactions n'étaient pas simplement aléatoires, elles formaient la base pour la vie future, créant des conditions propices à la formation des premières molécules organiques. À mesure que ces molécules devenaient plus complexes, elles posaient les bases pour la formation des premières cellules. Des scientifiques comme John Watson et Francis Crick ont plus tard discuté de la manière dont de telles interactions chimiques pourraient avoir conduit à l'apparition de la vie. Mais à cette époque, il s'agissait seulement du début. Les océans primitifs étaient donc un champ d'expérience où la nature cherchait différents moyens de créer la vie. Ces processus, qui se sont déroulés sur des millions d'années, ont ouvert la voie à la biodiversité biologique que nous observons aujourd'hui. Par exemple, au cours de la 31e ère de la Terre, connue sous le nom d'Archéen, les océans contenaient déjà des organismes unicellulaires primitifs qui ont commencé à évoluer. Ces formes de vie primitives, issues de réactions chimiques complexes, sont devenues les ancêtres de tous les êtres vivants modernes, des bactéries aux plantes et aux animaux. Les sources hydrothermales au fond des océans primitifs représentent l'un des phénomènes naturels les plus mystérieux et fascinants de notre planète. Ces oasis de chaleur et d'activité chimique se forment à la suite du chauffage géothermique, lorsque l'eau chaude, riche en minéraux, jaillit des fissures du fond océanique, créant des cheminées sous-marines. Ces cheminées sont des tubes verticaux dont la hauteur peut atteindre plusieurs dizaines de mètres, d'où jaillissent des jets d'eau sombres et minéralisés, dont la température peut dépasser 300 degrés Celsius. Par exemple, dans la région de la dorsale médio-océanique, qui s'étend sur plus de 16 000 km, on trouve de nombreuses telles sources. Autour d'elles se développent des écosystèmes uniques où la vie prospère malgré des conditions extrêmes, haute température, pression et absence de lumière solaire. Dans ces endroits vivent des organismes tels que les vers tubicoles qui peuvent atteindre une longueur de plus d'1 mètre et ont une relation symbiotique unique avec des bactéries capables de convertir le sulfure d'hydrogène en énergie. Ces bactéries, à leur tour, constituent la base de la chaîne alimentaire, rendant les sources hydrothermales de véritables îlots de vie dans les profondeurs sombres de l'océan. Le contraste entre la température de l'eau chaude jaillissant des sources et celle de l'eau de mer environnante crée une frontière nette où se forment des réactions chimiques complexes, favorisant la formation de minéraux tels que la pyrite et la chalcopyrite. Ces minéraux, rejetés dans l'océan, créent non seulement des paysages sous-marins spectaculaires, mais influencent également la composition de l'eau océanique. Des études menées à la fin des années 90 du XXe siècle ont montré que des lieux comme les sources hydrothermales d'Euphoria, dans l'océan Pacifique, peuvent contenir jusqu'à 30 éléments différents, y compris l'or et l'argent, ce qui les rend intéressants pour les chercheurs et les géologues.
Ces sources attirent non seulement l'attention des scientifiques, mais servent également de lieu clé pour l'étude de l'origine de la vie sur Terre. Car dans des conditions similaires, il est possible que les premiers organismes simples aient pu apparaître, grâce à la chimie et à l'énergie unique disponible dans ces écosystèmes. La formation des premiers continents a commencé il y a environ 2 milliards d'années, lorsque des morceaux de croûte plus légères ont commencé à flotter à la surface du manteau. Ces premiers continents étaient de petits fragments de terre qui se rassemblaient progressivement pour former de petits archipels. Imaginez un monde jeune et instable où les morceaux de terre changeaient constamment de forme sous l'influence des processus géologiques tels que le volcanisme et la tectonique des plaques. À cette époque, par exemple, l'ère protérozoïque était caractérisée par une activité volcanique intense. Des îles volcaniques apparaissaient et disparaissaient, et des geysers crachèrent de la vapeur et de l'eau chaude, créant une atmosphère bouillonnante, très différente des continents paisibles et verdoyants que nous connaissons aujourd'hui. Ces terres étaient plus petites et ne possédaient pas d'écosystèmes stables. Contrairement aux continents modernes où la végétation et la faune ont évolué en systèmes écologiques complexes, les premiers continents étaient presque vides de vie, telle que nous la connaissons. Par exemple, dans la région des actuelles Australie et Groenlandie, se formaient à cette époque les premiers blocs continentaux qui formèrent plus tard la base des grands continents. C'était une époque où les processus géologiques fonctionnaient à plein régime. Les séismes et les éruptions volcaniques formaient de nouveaux paysages, faisant se contracter et s'étendre les continents. La formation de supercontinents tels que Rodinia résultait de la réunion de ces petits morceaux de terre, créant des continents temporaires qui existaient seulement quelques millions d'années avant de se disloquer à nouveau en fragments plus petits. Ces processus ont conduit à ce que les surfaces des premiers continents soient fortement découpées et variées, avec des montagnes élevées et des vallées profondes qui étaient ensuite remplies d'eau, créant des mers et des océans. L'activité volcanique, comme le montrent les échantillons prélevés dans des puits profonds, était particulièrement intense, laissant des traces de lave et de roches sédimentaires, témoignant d'une histoire tumultueuse de la formation de la croûte terrestre. Au fil des milliards d'années, ces processus ont continué à transformer le visage de la planète, menant à la formation des continents que nous connaissons aujourd'hui. Mais les premiers continents n'étaient que de petits îlots dynamiques, constamment modifiés par les forces de la nature. Des archéologues et des géologues comme le docteur Linda White de l'Université de Californie ont mené des recherches sur ces anciennes formations, ce qui a permis de mieux comprendre les processus à la base du déplacement des continents. Chaque découverte soulève un coin du voile sur la manière dont notre planète s'est formée et continue d'évoluer. Sur la Terre primitive, les processus tectoniques se déroulaient avec une intensité inimaginable, rendant sa surface une véritable mosaïque d'éléments mobiles. À cette époque, la croûte terrestre, fragmentée en morceaux, se déplaçait constamment, se heurtant et s'écartant comme un immense puzzle qui ne cessait de changer. Ce processus était dû à un niveau élevé de chaleur interne de la planète, plusieurs fois supérieur à celui d'aujourd'hui. Par exemple, au cours des premiers milliards d'années d'existence de la Terre, la température à l'intérieur de la planète atteignait environ 1000 degrés Celsius. Cette chaleur a provoqué des courants de convection dans le manteau, qui repoussaient les morceaux de croûte les uns contre les autres, entraînant la formation de montagnes et des tremblements de terre. En conséquence, les continents se formaient et se détruisaient, créant des conditions pour l'apparition de diverses structures géologiques, telles que les chaînes de montagnes et les fosses océaniques. Ces processus se sont déroulés sur des milliards d'années. À partir de la formation de la Terre, il y a environ 4 milliards et demi d'années. Par exemple, les premiers continents, tels que Rodinia, qui ont existé il y a environ 1 milliard d'années, se sont formés. À cette époque, les continents étaient beaucoup plus petits et plus fragmentés que ceux que nous voyons aujourd'hui. Ils se fusionnaient et se séparaient périodiquement, créant des écosystèmes variés et des conditions climatiques. Les mouvements tectoniques provoquaient également une activité volcanique qui contribuait à la formation de nouvelles terres et à des changements climatiques. Par exemple, l'activité volcanique a conduit à la formation d'îles dans l'océan Pacifique, qui sont devenues par la suite des habitats pour des écosystèmes uniques. Les changements constants à la surface de la planète créaient un cycle infini de formation,
de destruction et de réinterprétation du paysage, influençant ainsi le développement de la vie. Un tel processus dynamique de formation de la croûte terrestre était beaucoup plus actif qu'aujourd'hui, lorsque les forces motrices de la tectonique se sont considérablement affaiblies, rendant la surface de la Terre plus stable. En conséquence, l'activité tectonique sur la Terre primitive a créé des conditions favorables à l'apparition des premières formes de vie, telles que les organismes unicellulaires qui ont commencé à se développer il y a environ 3,5 milliards d'années. La subduction est un processus au cours duquel une plaque tectonique s'enfonce lentement sous une autre, retournant ainsi dans le manteau terrestre. Par exemple, lorsque la plaque océanique, telle que la plaque des Philippines, rencontre la plaque continentale, comme la plaque eurasienne, la plaque océanique plus dense commence à s'enfoncer. Ce processus ressemble à un immense convoyeur où les matériaux de la surface sont progressivement ramenés dans les profondeurs de la planète, où ils subissent des températures et des pressions élevées. Les zones de subduction, telles que la zone japonaise et la zone de cascade, deviennent des lieux où se produisent de puissants tremblements de terre et des éruptions volcaniques. Mais le processus de subduction se déroule lentement. Au fil des millions d'années, une plaque peut s'enfoncer jusqu'à une profondeur de 70 km dans le manteau, où la température peut atteindre 1000 degrés Celsius. Ce processus ne se produit pas en un jour. La vitesse de l'enfoncement est de quelques centimètres par an. Cela crée une impression de calme géologique, tandis que sous la surface de la Terre se déroule une lutte puissante des matières. Les recherches montrent que, en plus de l'enfoncement, le processus de subduction implique une transformation des matériaux, ce qui conduit à la formation de magma. Par exemple, en résultat de la subduction des plaques Nazca sous la plaque South America, sont apparues les Andes, les plus longues chaînes de montagnes de la planète, avec des sommets atteignant plus de 6000 mètres de hauteur. La subduction active également l'activité volcanique. En résultat de ce processus, des volcans comme le volcan La Salle, situé dans l'État de l'Utah et ayant une hauteur d'environ 2300 mètres, se forment. Ce volcan est apparu grâce aux matériaux qui retournent dans le manteau, qui fond et montent, créant une pression qui conduit finalement à une éruption. Il est important de noter que la subduction ne forme pas seulement le paysage, mais influence également le climat, car les éruptions volcaniques peuvent libérer une grande quantité de cendres et de gaz dans l'atmosphère, modifiant ainsi les conditions météorologiques. Par exemple, l'éruption du volcan Krakatoa en 1883 a entraîné une baisse mondiale de la température, affectant les récoltes dans diverses régions du monde. Ce processus influence également les écosystèmes, car il crée de nouveaux habitats et modifie les existants, offrant des conditions de survie et d'évolution à diverses espèces. La subduction est en réalité bien plus qu'un simple processus géologique. C'est un puissant mécanisme qui influence la vie sur Terre à de nombreux niveaux. En résultat de ce processus se forment non seulement des chaînes de montagnes et des volcans, mais aussi des changements dans la composition des océans, ce qui, à son tour, influence la faune et la flore marine. En conséquence des processus tectoniques qui se déroulaient sur la jeune Terre il y a environ 2,5 milliards d'années, les premières chaînes de montagnes se formaient. Les collisions entre différentes parties de la croûte terrestre entraînaient l'élévation de certaines plaques et l'abaissement d'autres, créant des plis caractéristiques et des chaînes de montagnes. À cette époque, lorsque la planète était encore jeune, les montagnes n'avaient pas les formes majestueuses que nous voyons aujourd'hui. Elles se présentaient plutôt sous la forme de crêtes basses et pointues de roches volcaniques sombres, comme si elles étaient extraites des entrailles de la Terre. Ces formations primitives étaient loin des sommets élevés d'aujourd'hui, et leur hauteur était faible, mais elles symbolisaient néanmoins la puissance des forces géologiques de cette période. En tenant compte de l'absence d'érosion, caractéristique des montagnes modernes, on peut imaginer à quoi ressemblaient les pics fraîchement formés dans leur état initial. Il n'y avait ni rivière ni glacier pour effacer leurs contours, seulement le vent et la pluie qui, lentement, arrondissaient les nouvelles cimes. Ce processus était extrêmement lent. Les montagnes croissaient et changeaient au fil des millions d'années, et chaque nouvelle vague de collision de plaques leur donnait une forme unique. Par exemple, lors de la formation des monts Oural, apparus il y a environ 300 millions d'années, il y avait une collision entre le continent ancien de l'Eurasie et Gondwana, ce qui a conduit à leur élévation.
Ces montagnes ont été les témoins des changements de la planète elle-même. Elles ont conservé les traces des processus tectoniques qui définissaient l'apparence de la Terre dans son histoire précoce. La formation des chaînes de montagnes, à cette époque, était une étape importante dans l'évolution géologique, posant les bases pour la diversité des paysages et des écosystèmes ultérieurs. Au fil des siècles, ces montagnes ont été soumises à diverses conditions climatiques, ce qui a conduit à la formation de structures géologiques plus complexes. Il est important de noter qu'à cette étape de la formation des montagnes, il n'y avait pas encore de végétation qui aurait pu masquer leurs traits originels. Chaque nouvelle coulée de lave volcanique émergeant à la surface ajoutait aux échantillons existants, créant des couches géologiques uniques que l'on peut observer aujourd'hui. L'activité volcanique a également favorisé la formation de divers minéraux qui seront ultérieurement utilisés par l'humanité. En tenant compte de tous ces facteurs, on peut dire que c'est à cette période que débuta une longue et complexe histoire de formation des paysages, qui deviendront ultérieurement le foyer de nombreuses formes de vie. Au fil des centaines de millions d'années, l'atmosphère de la Terre primitive a subi des changements significatifs, influençant les conditions dans lesquelles la vie s'est développée. Au début, lorsque la planète se formait à peine, l'atmosphère était dense et toxique, composée de gaz émis par les volcans qui formaient un bouclier autour du jeune monde. Avec le temps, grâce à des processus géologiques actifs, l'atmosphère primitive a évolué. L'activité volcanique, il y a des milliards d'années, a émis des quantités énormes de vapeur d'eau, de dioxyde de carbone et d'autres composés qui se sont progressivement condensés pour former des océans. Ces océans sont devenus non seulement une source d'eau, mais aussi un catalyseur pour des réactions chimiques qui ont modifié la composition de l'atmosphère. Lentement, le ciel s'est éclairci et la densité de l'atmosphère a diminué, créant des conditions plus confortables pour la formation de molécules plus complexes et, en fin de compte, pour l'apparition de la vie. Ce processus lent rappelait le souffle de la planète. Une inspiration profonde lorsque les gaz montaient dans l'air et une expiration lente lorsque ceux-ci se dissolvaient dans les océans. Pendant cette période, les conditions atmosphériques ont changé de manière à permettre des conditions climatiques plus stables. Ces changements se sont produits lentement, couvrant non un siècle, mais des millions d'années, permettant à diverses formes de vie de s'adapter à de nouveaux environnements. Il y a environ 2 milliards d'années, avec le début de la catastrophe oxygénée, une nouvelle révolution dans la composition de l'atmosphère a eu lieu lorsque des quantités significatives d'oxygène ont commencé à s'accumuler dans l'atmosphère grâce à la photosynthèse des cyanobactéries. Ce processus n'a pas seulement transformé l'atmosphère elle-même, mais a ouvert de nouveaux horizons pour la vie, créant des conditions propices à l'apparition d'organismes multicellulaires. En conséquence, l'atmosphère de la Terre est devenue celle que nous connaissons aujourd'hui, où des nuages flottent sur un ciel bleu et où la vie fleurit sous toutes ses formes. Le processus d'érosion, se déroulant sur Terre, constitue un mécanisme complexe et multidimensionnel qui façonne notre atmosphère et notre paysage. Chaque fois que la pluie tombe sur les roches, elle ne les mouille pas simplement, mais entre en réaction chimique avec elles, extrayant certains éléments. Par exemple, l'eau contenant de l'acide carbonique, formée par la réaction du dioxyde de carbone avec les gouttes de pluie, dissout le calcaire dans les calcaires, ce qui conduit à la formation de carbonate. Ce processus, que l'on peut imaginer comme une danse lente entre les gouttes d'eau, les pierres et l'air, modifie progressivement l'apparence de la planète, car les minéraux dissous sont transportés par les courants d'eau et se déposent ensuite en d'autres endroits. Ainsi, l'érosion influence la composition du sol et, par conséquent, les écosystèmes qui en dépendent. Par exemple, dans les forêts tropicales riches en précipitations, une érosion rapide conduit à la formation de sols plus acides, ce qui influence à son tour les types de plantes qui peuvent y croître. En revanche, dans les régions arides, comme le désert du Sahara, l'érosion se produit plus lentement et les sols restent plus alcalins, ce qui détermine également la flore de ces lieux. Il est important de noter que l'érosion ne se limite pas au processus chimique. L'érosion physique, comme le gel et le dégel, joue également un rôle significatif dans la destruction des roches. Par exemple, lorsque l'eau pénètre dans les fissures des rochers et se congèle, elle se dilate, provoquant d'autres fissures et la destruction des pierres. Cette érosion physique
peut créer des formations géologiques spectaculaires, comme les colonnes et les arches, que l'on peut voir dans les parcs nationaux, comme le Grand Canyon. Ainsi, l'érosion est une composante essentielle du cycle géochimique global, qui se déroule partout où l'eau entre en contact avec les roches. Ce cycle ne modifie pas seulement les caractéristiques physiques de la Terre, mais influence également le climat, car la modification de la composition de l'atmosphère peut entraîner des changements de température et de niveau de précipitation. Il est également important de noter que des scientifiques comme le docteur Jonathan Martin de l'Université de Californie étudient l'impact de l'érosion sur le cycle du carbone et sa relation avec le réchauffement climatique, soulignant que l'érosion, en tant que processus naturel, peut jouer un rôle dans la régulation des conditions climatiques de la planète. Il n'est donc pas surprenant que ce processus dynamique, se déroulant sur des millions d'années, reste au centre des recherches géologiques et de la science climatique. La formation de la couche d'ozone primaire dans les couches supérieures de l'atmosphère s'est produite il y a environ 2,5 milliards d'années. Ce processus a été déclenché par l'interaction du rayonnement ultraviolet solaire avec les molécules d'oxygène, qui se sont formées à la suite de la photosynthèse des premiers organismes vivants. Les rayons ultraviolets ont décomposé les molécules d'oxygène en atomes, qui se sont ensuite combinés avec d'autres molécules d'oxygène pour former de l'ozone. Cet ozone a commencé à s'accumuler dans la stratosphère, créant un bouclier invisible qui s'est progressivement formé à haute altitude au-dessus de la surface de la Terre. Au début, la concentration d'ozone était faible, mais elle a augmenté avec le temps, rendant la couche d'ozone de plus en plus dense. Les recherches scientifiques montrent que lors du pic de formation de la couche d'ozone, sa concentration pouvait atteindre des niveaux tels qu'elle bloquait jusqu'à 90% du rayonnement ultraviolet nocif. Ce processus est devenu crucial pour la protection des formes de vie en développement sur Terre. Sans la couche d'ozone, le rayonnement ultraviolet aurait pu détruire les molécules d'ADN, rendant la vie à la surface de la planète virtuellement impossible. Ainsi, la formation de la couche d'ozone est devenue non seulement un événement géochimique majeur, mais aussi un moment fondamental qui a posé les bases de l'évolution biologique future. Il est important de noter que ce processus a duré des millions d'années, et ses effets se font encore sentir aujourd'hui, car la couche d'ozone continue de protéger la Terre des rayons solaires dangereux. Actuellement, les scientifiques continuent d'étudier ces variations et son impact sur le climat, ce qui souligne l'actualité de ce sujet même aujourd'hui. Il existe diverses méthodes d'étude de la couche d'ozone, y compris les observations par satellite et les mesures au sol, qui permettent de suivre son état et de prévoir les changements futurs. Ces données ont permis de déterminer que, grâce aux efforts internationaux pour limiter l'utilisation des chlorofluorocarbures et d'autres substances destructrices de l'ozone, la couche d'ozone a commencé à se restaurer, ce qui est un signe encourageant pour l'écologie de la planète. Non seulement l'atmosphère de la Terre a changé, mais également ses entrailles, dans les océans primitifs, a commencé un processus extraordinaire, comparable à une danse chimique où des molécules simples, comme des danseurs de ballet, se sont assemblées en chaînes plus complexes. Ce processus s'est déroulé il y a des milliards d'années, lorsque la Terre était jeune et ses océans riches en diversité chimique. Dans des conditions rappelant un véritable laboratoire, des éléments simples tels que le carbone, l'hydrogène, l'oxygène et l'azote interagissaient entre eux pour former des structures plus complexes. L'énergie provenant des éclairs, qui donnait vie à ce chaos, et le rayonnement ultraviolet pénétrant dans l'eau servaient de catalyseurs pour ces réactions. Autour de cette énergie, un véritable spectacle se déroulait. Les molécules se combinaient, se séparaient, changèrent de forme, créant une diversité de composés. Ce processus n'était pas aléatoire. Il rappelait une symphonie complexe où chaque note jouait un rôle crucial dans la formation de nouveaux composés. Souvent, ces réactions se produisaient dans des sources chaudes, où la température pouvait atteindre des centaines de degrés Celsius, fournissant l'énergie nécessaire pour créer des molécules plus complexes. Par exemple, dans de telles conditions, des chaînes capables de se reproduire et en fin de compte d'évoluer vers des formes de vie plus complexes pouvaient se former. Les recherches montrent que c'est précisément dans ces bouillons primitifs que les processus ont commencé, qui ont ensuite conduit à l'apparition des premiers organismes. Il est important de noter que dans ce chaos de molécules simples, grâce à des interactions et des changements constants, un ordre a progressivement émergé,
qui est devenue la base de la vie telle que nous la connaissons. Ces transformations se produisaient sous l'influence de divers facteurs, y compris les variations de température et la composition des océans, qui pouvaient changer, créant de nouvelles possibilités pour les réactions chimiques. Les chercheurs étudiant ce domaine soulignent que c'est précisément dans ces conditions, lorsque les molécules simples ont commencé à interagir, que la vie a pris naissance, et ce processus peut être considéré comme le début d'un long chemin d'évolution. En résultat de nombreuses réactions chimiques se déroulant dans les océans, des composés sont apparus qui ont ensuite formé la base pour la création des premières cellules. Ainsi, les océans primitifs ne sont pas devenus simplement des plans d'eau, mais des lieux où la vie a pris naissance et où cette symphonie chimique s'est déroulée, menant à la formation de molécules complexes qui sont devenues la base de tous les êtres vivants sur Terre. L'hypothèse du monde ARN offre une perspective captivante sur les étapes de l'évolution prébiologique, où les molécules d'ARN pourraient avoir été les premiers candidats à jouer le rôle de forme de vie, oscillant entre la matière inanimée et animée. Contrairement à l'ADN, l'ARN possède une capacité unique à stocker simultanément des informations génétiques et à fonctionner comme catalyseur de réactions chimiques. Cela signifie qu'une même molécule peut à la fois stocker des informations sur la synthèse des protéines et accélérer ce processus, ce qui fait de l'ARN un candidat idéal pour les premières formes de vie. Cette hypothèse a été proposée au début des années 1990 par un groupe de scientifiques dirigé par Carrie M. F. Bailey et Eric J. Craig, qui ont mené une série d'expériences montrant que les molécules d'ARN peuvent catalyser des réactions, comme le font les enzymes, ouvrant ainsi de nouvelles perspectives sur l'origine de la vie. Ces molécules, probablement apparues dans les anciens océans, où elles pouvaient se former à partir de simples composés organiques comme les nucléotides, ont évolué de manière non aléatoire, mais par une évolution chimique où les molécules d'ARN pouvaient rivaliser et évoluer, comme les organismes modernes. En 2003, des chercheurs de l'Institut de biologie moléculaire de l'Université du Texas à Austin ont démontré que les molécules d'ARN peuvent se former spontanément dans certaines conditions, ce qui confirme leur origine naturelle. Ces molécules, en tant que premiers candidats à jouer le rôle de forme de vie, seraient capables de se reproduire, ce qui est un aspect crucial de la vie. À partir de ces données, on peut supposer que l'ARN pouvait jouer un double rôle, ce qui lui conférait un avantage significatif dans le processus de sélection naturelle. Par exemple, en 2006, des scientifiques ont créé des molécules d'ARN artificielles capables de synthétiser d'autres molécules d'ARN, démontrant ainsi le principe de la reproduction. Cette découverte a été un pas important dans la compréhension de la manière dont certaines molécules pourraient être à la base de formes de vie plus complexes. L'ARN, avec ses capacités de catalyse et de stockage d'informations, pourrait servir de lien entre la matière inanimée et animée, soulignant l'importance de l'étude de cette hypothèse pour comprendre l'origine de la vie sur Terre. Par exemple, en 2009, des expériences menées par des scientifiques ont montré que sous certaines conditions, les molécules d'ARN peuvent former des structures rappelant les organites cellulaires, ajoutant ainsi une couche de complexité supplémentaire au processus d'évolution. La formation des premières membranes cellulaires a été une étape cruciale dans l'évolution de la vie sur Terre, et ce processus peut être retracé jusqu'à 1 milliard d'années en arrière, lorsque la planète ne comportait que des molécules simples. Dans un environnement aquatique, les molécules de lipides, dotées d'extrémités hydrophobes et hydrophiles, ont commencé à s'organiser spontanément en structures qui sont devenues connues sous le nom de membranes bicouches lipidiques. Les extrémités hydrophiles de ces molécules cherchaient à interagir avec l'eau, tandis que les extrémités hydrophobes, au contraire, la repoussaient. Ce processus intéressant a conduit à la formation de microbules, que l'on peut imaginer comme des enveloppes extrêmement fines séparant le contenu interne de l'environnement extérieur. Ces bulles, composées de 2 couches de lipides, créaient un espace protégé où pouvaient se produire des réactions chimiques plus complexes. C'est ici, dans ces micro-environnements, que se sont créées les conditions nécessaires à l'apparition des premiers processus biochimiques, essentiels à la formation de molécules plus complexes telles que les protéines et les acides nucléiques. Des études menées au XIIe siècle par des scientifiques comme Lawrence Allen et son équipe ont montré que les bulles membranaires
peuvent se former spontanément même dans des conditions simples, ce qui confirme l'hypothèse selon laquelle la vie pourrait avoir émergé dans de tels systèmes primitifs. Cette découverte met en évidence l'importance de la séparation de l'espace interne et externe, qui constitue la base de l'existence des cellules et, par conséquent, de la vie. L'organisation structurale de ces membranes a également créé les conditions nécessaires à la formation des premières cellules capables de métabolisme et de réplication. Il est important de noter que ces membranes primitives sont devenues les précurseurs des membranes cellulaires modernes, qui remplissent de nombreuses fonctions, y compris la protection, le transport de substances et la transmission de signaux. Ces premières membranes cellulaires ne fournissaient pas seulement une protection physique, mais créaient également les conditions nécessaires à l'apparition de voies biochimiques complexes, ce qui a favorisé l'évolution ultérieure des organismes vivants. Ainsi, le processus de formation des membranes cellulaires est devenu fondamental pour l'apparition de la vie elle-même, ouvrant la voie aux organismes multicellulaires et aux écosystèmes que nous connaissons aujourd'hui. Sur la base de ces observations, il devient clair que c'est précisément ce mécanisme d'auto-assemblage des molécules qui a créé les fondements de l'existence de la vie cellulaire. L'étude de l'apparition des premières protocellules est comparable à l'observation de la naissance d'un murmure de vie dans le silence des anciens océans. Il y a environ 3,5 milliards d'années, dans des conditions favorables aux réactions chimiques, des systèmes moléculaires ont commencé à se former, acquérant progressivement des propriétés caractéristiques des organismes vivants. Ce n'était pas un processus instantané, mais un lent et progressif passage des simples composés chimiques vers des structures plus complexes capables de se reproduire elles-mêmes. Au début, des composés tels que les acides aminés et les nucléotides ont commencé à se combiner en molécules plus complexes. Dans les conditions de l'atmosphère primitive de la Terre, riche en dioxyde de carbone, en vapeur d'eau et en méthane, des réactions ont eu lieu qui ont conduit à la formation des premiers composés organiques. Par exemple, en 1953, dans l'expérience célèbre de Stanley Miller, des acides aminés ont été obtenus à partir de simples composés chimiques, ce qui a confirmé la possibilité de synthétiser des composés organiques dans des conditions similaires à celles de la Terre primitive. Ces molécules, à leur tour, ont formé des structures plus complexes qui pouvaient échanger des substances avec leur environnement, réagissant aux changements dans la composition chimique de l'eau. Au fil des millions d'années, ces systèmes ont commencé à développer un mécanisme de reproduction, ce qui a été une étape critique pour l'apparition des premières protocellules. Naissant par des combinaisons aléatoires, ces molécules pouvaient se copier, transmettant l'information à la génération suivante. Cela se manifestait par le fait qu'elles pouvaient créer des copies de leur structure dans certaines conditions, ce qui a formé la base du processus évolutif ultérieur. En outre, ces molécules réagissaient aux facteurs externes, modifiant leur comportement en fonction de leur environnement chimique, ajoutant ainsi un élément d'adaptation. Ainsi, la frontière entre le non-vivant et le vivant s'est progressivement effacée, et la vie a commencé à apparaître sous sa forme la plus élémentaire. Ce processus peut être comparé à la manière dont un murmure dans l'océan des réactions chimiques se transforme progressivement en une mélodie, complexe, multicouche et pleine de vie. Ces premières molécules, comme la musique, ont commencé à interagir, formant des réseaux de plus en plus complexes de réactions chimiques qui ont formé la base des organismes vivants. En conséquence, il y a environ 2 milliards d'années, nous observons les premiers organismes unicellulaires qui habitent les écosystèmes aquatiques, dotés de propriétés qui étaient autrefois réservées aux simples composés chimiques. Les stromatolites représentent l'une des formes de vie les plus anciennes sur Terre, leur âge atteignant plus de 3 milliards d'années. Ces structures stratifiées se forment grâce à l'activité de micro-organismes, en particulier des cyanobactéries, qui habitent les mers peu profondes. Ces petits organismes, mesurant quelques micromètres, sont capables de photosynthèse, ce qui leur permet non seulement de survivre, mais aussi de modifier activement la composition de l'atmosphère en libérant de l'oxygène. Les stromatolites se présentent sous la forme de petits monticules qui poussent lentement, couche par couche, formant ainsi des livres de l'histoire de la vie. Chaque couche de stromatolites peut témoigner de diverses conditions environnementales au fil des millions d'années. Par exemple, en Australie, dans l'ouest de l'Australie, se trouvent certains des stromatolites les plus célèbres, âgés d'environ 3 milliards d'années,
et ils continuent de se former dans des conditions similaires à celles qui existaient dans les océans anciens. Ces structures peuvent atteindre plusieurs mètres de hauteur et leur forme varie de petites élévations à de grands massifs visibles à la surface. Les stromatolites sont également des preuves importantes des premiers écosystèmes sur la planète, où les micro-organismes interagissaient entre eux, formant des communautés biologiques complexes. Par exemple, dans certains stromatolites modernes, les chercheurs ont découvert une grande variété de bactéries qui coexistent et se complètent mutuellement, créant des conditions uniques pour la vie. Ces formations anciennes ne sont pas seulement importantes sur le plan géologique, elles permettent aux scientifiques d'étudier comment la vie sur Terre s'est développée et adaptée aux conditions changeantes au fil des milliards d'années. Les stromatolites servent d'indicateurs écologiques, permettant de comprendre comment les micro-organismes pouvaient influencer le système climatique global. En particulier, les stromatolites montrent comment les processus de sédimentation se sont déroulés dans les océans primitifs et quel rôle les micro-organismes ont joué dans la formation de la croûte terrestre. Aujourd'hui, les stromatolites continuent d'exister dans certains écosystèmes, comme les lagunes en Australie et aux Bahamas, où ils forment des écosystèmes uniques, offrant un habitat à de nombreux autres organismes. Ils ne sont pas seulement des artefacts historiques, mais des témoignages vivants de l'histoire de la vie sur notre planète, vieille de plusieurs milliards d'années. Les cyanobactéries les plus anciennes, apparues sur Terre il y a plus de 3 milliards d'années, sont devenus les premiers organismes capables de photosynthèse. Ce processus, au cours duquel les cyanobactéries utilisaient l'énergie solaire pour synthétiser des composés organiques, a transformé l'apparence de notre planète. Les cyanobactéries, comme le genre stromatolite, possédaient de la chlorophylle et d'autres pigments qui leur permettaient d'absorber les rayons lumineux. Au cours de la photosynthèse, elles prélevaient du dioxyde de carbone de l'atmosphère et de l'eau pour produire du glucose et de l'oxygène. Les scientifiques croient que c'est grâce aux cyanobactéries que le boom d'oxygène a commencé sur Terre il y a environ 2,5 milliards d'années. Cet événement historique est connu sous le nom de Grande catastrophe oxygénée. En conséquence de l'intense libération d'oxygène qui s'accumulait initialement dans les océans, l'atmosphère a commencé à se saturer d'oxygène, entraînant des changements significatifs dans la composition chimique de l'atmosphère et favorisant l'émergence des organismes aérobies, dépendants de l'oxygène, tels que les animaux. Le processus de photosynthèse chez les cyanobactéries a été révolutionnaire, car pour la première fois, des organismes vivants ont activement modifié leur environnement de vie, créant des conditions propices à la vie de formes de vie plus complexes. Ces micro-organismes, en produisant de l'oxygène, n'ont pas seulement modifié l'atmosphère, mais ont également soutenu les écosystèmes qui se sont développés par la suite sur la planète. Par exemple, les cyanobactéries sont devenues les principaux producteurs de nourriture dans les océans, formant la base des chaînes alimentaires. Les recherches montrent que les cyanobactéries ont été les principaux acteurs du cycle du carbone et ont joué un rôle clé dans le maintien de la vie sur Terre. Ces micro-organismes, transformant l'énergie lumineuse en énergie chimique, ont progressivement modifié non seulement l'atmosphère, mais aussi tout l'aspect de la planète, créant des conditions propices à la diversité de la biosphère. En conséquence de leur activité, la planète est devenue plus habitable et a conduit à l'émergence de nouvelles formes de vie. La modification de la concentration d'oxygène dans l'atmosphère a également donné naissance à la formation de la couche d'ozone, qui a protégé la vie à la surface des rayons ultraviolets nocifs. Ainsi, les cyanobactéries, en absorbant la lumière solaire, sont devenues non seulement les premiers phototrophes, mais aussi les fondateurs de l'ère oxygénée sur Terre, ce qui a joué un rôle crucial dans l'évolution de la vie. L'événement oxygénique qui s'est produit sur Terre il y a plus de 2 milliards d'années est devenu l'un des moments les plus marquants de l'histoire de notre planète. À cette époque, l'oxygène produit par des organismes photosynthétiques comme les cyanobactéries a commencé à s'accumuler progressivement dans l'atmosphère. Ce processus peut être imaginé comme un changement lent de couleur du ciel, du jaune-brun initial, symbolisant l'absence d'oxygène libre, au bleu clair que nous voyons aujourd'hui. À chaque nouvelle vague de photosynthèse, chaque cyanobactérie, en absorbant la lumière solaire et le dioxyde de carbone, libérait de l'oxygène dans l'eau et l'atmosphère, modifiant la composition chimique des océans.
Lorsque le niveau d'oxygène a commencé à augmenter, les océans sont devenus saturés en oxygène, ce qui a conduit à la formation de nouveaux minéraux, tels que les oxydes de fer, créant des roches sédimentaires que nous pouvons observer aujourd'hui dans des endroits comme les gisements de fer en Mésopotamie ou en Australie. Cependant, cette accumulation d'oxygène était un processus ambivalent. Pour la plupart des formes de vie existantes à l'époque, comme les micro-organismes anaérobies, l'oxygène était toxique. Ces organismes ne pouvaient pas survivre dans des conditions où le niveau d'oxygène dépassait un certain seuil, ce qui entraînait des extinctions massives. Cependant, cet oxygène ouvrait de nouvelles possibilités évolutives pour d'autres organismes. Les organismes aérobies, capables d'utiliser l'oxygène pour produire de l'énergie, ont commencé à se développer, menant à l'apparition de la vie multicellulaire. Ce passage a été la base de l'évolution ultérieure, permettant l'émergence de formes de vie complexes et, en fin de compte, de l'homme. La capacité à produire et à utiliser l'oxygène a ouvert de nouvelles niches écologiques que les animaux et les plantes ont occupées, entraînant une explosion de la diversité biotique. À l'époque où l'oxygène est devenu le principal composant de l'atmosphère, la Terre a commencé à se transformer activement, ses océans et son atmosphère devenant des habitats pour de nouvelles formes de vie plus complexes. L'accumulation d'oxygène dans l'atmosphère est devenue un catalyseur pour la formation des écosystèmes que nous connaissons aujourd'hui. Les roches ferrugineuses stratifiées, formées à la suite de la saturation des océans en oxygène, constituent des témoignages géologiques uniques de la transformation de notre planète. Ces roches, que l'on peut rencontrer dans des lieux tels que l'Australie et l'Afrique du Sud, présentent des bandes rouges composées de couches alternées de fer et de silice. La formation de ces couches a commencé il y a environ 2,5 milliards d'années, lorsque le niveau d'oxygène dans l'atmosphère a commencé à augmenter considérablement grâce aux bactéries photosynthétiques, telles que les cyanobactéries. Leur activité a conduit à ce que le fer dissous dans les océans, qui se trouvait auparavant sous forme d'ions, réagisse avec l'oxygène, formant des oxydes de fer tels que l'hématite et la magnétite, qui se déposaient ensuite sur le fond marin. Ces dépôts s'accumulaient, créant des strates multiples qui se transformaient ensuite en roches ferrugineuses stratifiées. Il est important de noter que l'oxygène produit par les cyanobactéries n'a pas seulement favorisé la formation de ces minéraux, mais a également modifié la composition chimique des océans, créant des conditions propices à l'émergence de systèmes écologiques complexes que nous observons aujourd'hui. En somme, ces roches servent de chroniques écrites dans la pierre, enregistrant les événements marquants de l'histoire de la Terre. Des chercheurs comme le Dr Alison Hayslett de l'Université de Leeds étudient ces échantillons pour mieux comprendre comment la catastrophe oxygénée a influencé le développement de la vie sur la planète. Ils analysent le rapport des isotopes d'oxygène et de carbone dans ces couches, ce qui permet de reconstituer les conditions dans lesquelles ces changements géochimiques se sont produits. Par exemple, les données obtenues à partir d'échantillons prélevés dans la région du bouclier canadien montrent que le niveau d'oxygène dans l'atmosphère pouvait atteindre 30%, ce qui dépasse largement les valeurs actuelles. Ainsi, les roches ferrugineuses stratifiées ne sont pas seulement des formations géologiques, mais de véritables archives qui conservent des informations sur la manière dont la vie sur Terre s'est adaptée aux conditions changeantes. Elles nous aident à comprendre comment l'enrichissement en oxygène des océans a non seulement favorisé le développement des organismes multicellulaires, mais aussi l'apparition des premiers animaux, et à déterminer l'évolution ultérieure de la biosphère. L'hypothèse de la Terre-glace décrit une période de l'histoire de notre planète où elle pouvait être presque entièrement recouverte de glace, et ce processus aurait probablement commencé il y a environ un demi-milliard d'années. À cette époque, des changements dans la composition de l'atmosphère, liés à une augmentation brutale de la concentration de dioxyde de carbone et de méthane, auraient pu entraîner un refroidissement global. Les scientifiques pensent que ces changements ont conduit à une baisse de la température sur Terre jusqu'à un niveau critique, transformant les océans en déserts glacés et recouvrant la surface de la planète d'une couche de glace atteignant plusieurs kilomètres d'épaisseur dans certaines régions. Imaginez un monde où seuls les îlots volcaniques émergeants de l'océan glacé deviennent des rares oasis d'eau ouverte. Dans de telles conditions, la vie serait presque impossible,
et seuls les organismes les plus résistants pourraient survivre dans les immenses étendues de glace. Ce climat rigoureux a agi comme un filtre évolutif, sélectionnant les formes de vie les plus adaptées. Par exemple, dans de telles conditions, seuls les micro-organismes dotés de capacités métaboliques uniques, leur permettant d'utiliser des ressources limitées, auraient pu survivre. Selon des chercheurs comme David Butt, qui étudient activement cette hypothèse, c'est à cette époque que pourraient avoir émergé des formes de vie primitives adaptées à des conditions extrêmes. Des preuves existent que certains d'entre eux, comme les archées, auraient pu se développer dans des sources chaudes où la température de l'eau restait au-dessus de zéro, créant des écosystèmes uniques capables de subsister sous un couvert glaciaire complet. Les données scientifiques montrent que ces organismes auraient pu utiliser la chimiosynthèse pour produire de l'énergie, les rendant indépendants de la lumière solaire. Cette hypothèse met en lumière comment des conditions rigoureuses n'auraient pas seulement détruit de nombreuses formes de vie, mais auraient également conduit à l'apparition de nouveaux organismes plus résistants, capables de survivre dans des conditions extrêmes. Des recherches menées au cours des dernières décennies montrent que de tels événements pourraient se répéter sur des millions d'années, indiquant une cyclicalité des changements climatiques ayant eu un impact profond sur l'évolution de la vie sur Terre. Pendant ces périodes glaciaires, la biosphère a été soumise à de grands stress, et seuls les types les plus adaptés ont pu continuer à exister, ce qui a finalement conduit à la diversité des formes de vie que nous observons aujourd'hui. L'étude de ces processus est importante pour comprendre comment la vie sur Terre a pu s'adapter à des conditions extrêmes et comment les changements climatiques actuels peuvent affecter l'équilibre écologique. En conséquence, certaines de ces formes de vie primitives pourraient être les ancêtres des organismes modernes, ce qui a une grande importance pour l'étude de l'évolution. Les premières cellules eucaryotiques sont apparues il y a environ 2 milliards d'années et ont marqué une véritable révolution dans le monde biologique. Contrairement aux prokaryotes, qui étaient simples et peu complexes, les eucaryotes représentent des organismes plus complexes, dotés d'un noyau et d'organelles, similaires à de petites villes bien organisées. À l'intérieur de ces cellules, la vie commence vraiment. Le noyau dirige les processus, comme une mairie, et les organelles, telles que les mitochondries et le réticulum endoplasmique, accomplissent leurs fonctions, comme différents services et entreprises. Tandis que les prokaryotes, tels que les bactéries, existaient principalement en tant qu'êtres isolés, les eucaryotes ont ouvert la voie à la multicellularité, qui est devenue la base pour l'apparition des organismes complexes, y compris les plantes, les champignons et les animaux. Ce processus d'évolution a montré comment l'organisation cellulaire peut se développer, permettant de créer des fonctions plus complexes et spécialisées. En conséquence, les eucaryotes ont pu s'adapter à divers environnements, ce qui a favorisé leur diffusion et leur diversité. Des scientifiques comme James Watson et Francis Crick ont souligné l'importance de la structure cellulaire dans leurs recherches sur l'ADN, montrant comment exactement l'information génétique est organisée et transmise dans les organismes plus complexes. Ce pas dans l'évolution n'était pas seulement un changement, mais une véritable révolution qui a jeté les bases pour la formation des écosystèmes où différentes espèces pouvaient coexister, interagir et évoluer. Ce passage des cellules simples aux structures complexes a ouvert de nouveaux horizons pour la biologie et a également été la base pour l'apparition des organismes multicellulaires, dont la diversité nous est visible aujourd'hui. Les eucaryotes sont devenus des acteurs clés dans les écosystèmes, occupant diverses niches et s'adaptant à des conditions environnementales en constante évolution. Par exemple, les algues, étant des eucaryotes, ont commencé à libérer de l'oxygène dans l'atmosphère, ce qui a conduit à ce qu'on appelle la catastrophe de l'oxygène il y a environ 2 milliards et demi d'années, lorsque le niveau d'oxygène a commencé à augmenter rapidement, ayant un impact énorme sur la vie sur Terre. La théorie de l'endosymbiose, proposée au début du XXe siècle par le biologiste et évolutionniste russe Vsevolod Fyodorovitch Alexeïev, repose sur l'hypothèse que certaines organelles des cellules eucaryotes, telles que les mitochondries et les chloroplastes, proviennent de bactéries qui ont été ingérées par les précurseurs des eucaryotes, mais non digérées. Ce processus, connu sous le nom d'endosymbiose, constitue un exemple unique de coopération biologique au niveau cellulaire. Par exemple, une cellule, peut-être une bactérie prokaryotique primitive, aurait pu capturer une autre cellule, lui offrant une protection
et un accès aux nutriments. En échange, la bactérie capturée fournissait à son nouvel hôte des ressources énergétiques supplémentaires par des processus tels que la respiration cellulaire ou la photosynthèse. Ce type de relation, qui semble avoir débuté il y a environ 1,5 milliard d'années, a été à l'origine de la formation d'organismes multicellulaires complexes. De plus, de telles alliances pourraient avoir eu lieu à plusieurs reprises au cours de l'évolution. Il y a eu de nombreux cas où des cellules ont capturé d'autres cellules, formant ainsi de nouvelles structures cellulaires plus complexes. Par exemple, les mitochondries que nous trouvons dans chaque cellule eucaryote sont les descendants de bactéries du genre A Proteobacteries, capables de respiration aérobie. Les chloroplastes, responsables de la photosynthèse chez les plantes, proviennent de cyanobactéries qui ont pu établir des relations symbiotiques avec les cellules végétales. Ces exemples montrent comment la compétition entre les micro-organismes unicellulaires a pu devenir la base de la structure complexe de la vie. En outre, des recherches menées par des scientifiques tels que Kenneth Carlson et ses collègues en 2005 ont montré que de telles relations symbiotiques pouvaient se produire dans différents écosystèmes, ce qui indique l'universalité de l'endosymbiose comme mécanisme d'évolution. Il est intéressant de noter que, dans les écosystèmes modernes, des processus similaires sont également observés, où des organismes échangent des ressources, créant des relations symbiotiques qui favorisent la survie des deux partenaires. Au fil du temps, ces changements évolutionnaires ont conduit non seulement à la formation de structures cellulaires complexes, mais aussi à l'apparition de la diversité des organismes vivants que nous observons aujourd'hui. Les premiers organismes multicellulaires sont apparus il y a environ 800 millions d'années et ont constitué une étape significative dans l'évolution de la vie sur Terre. Ils formaient des colonies primitives de cellules qui ont commencé à se regrouper pour augmenter leurs chances de survie. Ces organismes, probablement similaires aux siphonophores actuels, qui sont des colonies de cellules chacune ayant une fonction spécialisée, se situaient quelque part entre les plantes et les animaux, dans un monde rempli de profondeurs sombres des mers anciennes. Chaque cellule de ces colonies pouvait accomplir une tâche spécifique. Par exemple, une cellule pouvait être responsable du mouvement, tandis qu'une autre du nourrissage, ce qui permettait aux organismes d'utiliser plus efficacement les ressources de leur environnement. Ces colonies pouvaient atteindre des tailles de plusieurs centimètres, ce qui était un exploit pour l'époque. Ces organismes multicellulaires, bien qu'extrêmement simples par rapport aux formes de vie que nous observons aujourd'hui, ont formé la base de l'évolution de formes de vie plus complexes. Leur existence a été un pas révolutionnaire, car ils ont commencé le processus de spécialisation des cellules, menant à la formation de tissus et d'organes chez les organismes ultérieurs. Par exemple, une étude réalisée en 2012 par des chercheurs de l'Université de Cambridge a montré que ces colonies pouvaient efficacement utiliser la photosynthèse grâce à certaines cellules contenant des chloroplastes, ce qui leur permettait de survivre dans des conditions à faible teneur en oxygène. Ces premiers organismes multicellulaires étaient des acteurs importants dans les écosystèmes de leur temps, créant des interactions complexes avec d'autres organismes, tels que les algues unicellulaires et les bactéries. Ces interactions ont contribué à la création d'écosystèmes plus complexes qui ont continué à se développer au cours des millions d'années suivantes, préparant le terrain pour l'apparition des premiers animaux. À l'époque où des organismes plus complexes, tels que les trilobites et les étoiles de mer, ont émergé sur Terre, les organismes multicellulaires étaient déjà un élément important de la flore et de la faune marines, et leur héritage perdure jusqu'à aujourd'hui. Il y a 800 millions d'années, la vie a commencé sa transformation, ouvrant la voie à une incroyable diversité de formes de vie que nous connaissons aujourd'hui. La biota d'Ediacara, qui a existé environ entre 600 et 500 millions d'années, est considérée comme la première forme de vie multicellulaire connue sur Terre. Ces organismes, à la différence de tout ce que nous connaissons aujourd'hui, possédaient une structure plate et molle, ce qui les rend complètement étrangers à notre compréhension moderne de la vie. Imaginez un fond marin recouvert de créatures étranges, rappelant des feuilles ou des plumes, se balançant lentement dans les courants doux de l'océan. L'un des représentants les plus célèbres de cette biota est Dickinsonia, un organisme pouvant atteindre jusqu'à 1 mètre de long. Sa forme rappelait une couverture symétrique composée de segments semblables à des nervures de feuilles. Ces organismes ne possédaient pas de squelette rigide et n'étaient pas des prédateurs.
ce qui créait des conditions uniques pour leur existence. Dans ce monde où il n'y avait ni prédateurs ni concurrence rigide, la biota d'Ediacara prospérait, remplissant les vastes espaces océaniques. Les recherches montrent qu'ils pouvaient absorber des nutriments de l'eau en utilisant leur surface molle. Les découvertes faites dans des lieux comme l'Australie et le Labrador nous donnent une idée de l'apparence de ces organismes. En particulier, dans la colline d'Ediacara, en Australie, des fossiles ont été découverts, permettant aux scientifiques de comprendre comment ces créatures interagissaient avec leur environnement. La biota d'Ediacara remet également en question les représentations traditionnelles de l'évolution, car leur existence a précédé l'apparition des squelettes rigides et des espèces prédateurs. Cela pose une énigme aux paléontologues. Comment ces organismes ont-ils évolué vers des formes de vie plus complexes, connues plus tard? Il est important de noter qu'ils ont laissé très peu de fossiles, ce qui complique l'étude de leur biologie et de leur écologie. L'absence de parties rigides du corps fait que beaucoup d'entre eux n'ont pas été conservés. Le processus de fossilisation, qui nécessite généralement des structures rigides pour la conservation, n'a pas pu fixer leurs formes étranges. Les recherches montrent que la biota d'Ediacara vivait probablement dans des océans riches en oxygène, ce qui leur permettait de se développer dans des conditions que nous ne pouvons pas imaginer aujourd'hui. Des paléontologues comme Dave Pegg et Matthew Lake continuent d'étudier ces fossiles, essayant d'établir un lien entre la biota d'Ediacara et les formes de vie plus récentes. Ces recherches nous permettent de mieux comprendre comment la vie sur Terre pouvait se développer dans des conditions complètement différentes de celles d'aujourd'hui. La biota d'Ediacara n'est pas seulement une partie de l'histoire de la Terre, c'est la clé pour comprendre les premiers pas de la vie sur la planète. Dans ce contexte, l'étude des organismes d'Ediacara nous offre l'opportunité de regarder en arrière et de voir comment la vie pouvait s'adapter et se modifier dans des conditions qui nous semblent aujourd'hui incroyables. Étudier l'histoire de notre planète nous amène inévitablement à réfléchir à son incroyable parcours, depuis une boule en fusion jusqu'à la berceau de la vie. Imaginez la Terre lorsqu'elle se formait. Des volcans enflammés crachèrent de la lave et son atmosphère était composée de gaz toxiques comme le méthane et l'ammoniac. Ce mélange toxique semblait ne laisser aucune chance à la vie. Cependant, avec le temps, grâce à des millions d'années de refroidissement et d'interaction avec l'eau, des océans se sont formés à la surface. Ces premiers bassins d'eau sont devenus des lieux où la vie a pris naissance. L'apparition des premiers organismes unicellulaires, comme les archées et les bactéries, a marqué le début d'un long et complexe chemin évolutif. Au fil des milliards d'années, la planète a traversé de nombreux cataclysmes, des périodes de réchauffement rapide à des ères glaciaires qui ont transformé le paysage et le climat. Ces changements n'ont pas seulement façonné les continents, mais ont également favorisé la diversité de la vie. L'originalité de notre monde réside dans le fait qu'il est devenu le foyer d'une infinité de formes de vie, des algues microscopiques aux dinosaures géants. Chaque étape de ce processus est le résultat d'un processus infini d'adaptation et de survie. Nous ne pouvons qu'admirer comment la vie, capable de commencer dans de telles conditions cruelles, a pu survivre et se développer. En se souvenant de cela, il est important de noter que, couchés dans notre lit, nous pouvons étudier l'histoire de notre planète en explorant ses mystères et ses énigmes, comme si nous faisions un voyage dans le temps. Notre capacité à comprendre ce patrimoine incroyable donne de la valeur à chaque instant. Pour conclure ce voyage nocturne à travers le temps, n'oubliez pas ces anciens océans où les premières étincelles de vie ont jailli sur la jeune Terre. Bonne nuit et de profonds rêves paisibles sur les premières migrations des organismes qui ont formé la base de toute la vie sur notre planète.